On est en live, donc bonjour à tous les aléas du direct, mesdames et messieurs. Thomas, je te laisse introduire ce takeaway qu'on a eu le plaisir de co-construire ensemble et qu'on va vous présenter, qu'on va dérouler avec vous pendant ces 45 petites minutes avec 15 minutes de questions-réponses à la fin. Vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. À toi, Thomas. Ok, merci Alexandre. Donc bonjour à tous, moi je suis Thomas Charon, je suis responsable agilité chez Cdiscount. L'idée de ce takeaway, donc co-construit, co-organisé par Publicis Sapient et Cdiscount, c'est voilà, de partager des valeurs, des idées, des convictions qu'on s'est faites autour de l'agilité. L'idée là, c'est sur cette première session des mythes et anti-patterns de Scrum qu'on vous parle d'estimation et de priorisation. Donc voilà, on n'est pas client, on n'est pas fournisseur l'un de l'autre, on a juste des valeurs à vous partager. Et donc je remercie Fatima et Alexandre, avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à co-construire cet atelier, ce takeaway. Et voilà, j'espère que c'est le premier d'une longue série, parce que en fait, en discutant entre nous, on s'est rendu compte qu'on avait encore plein de choses à vous dire et que ça rentrerait de toute manière pas en 45 minutes. Voilà, du coup, je laisse la parole à Fatima pour que tu te présentes. Tout à fait. Merci beaucoup, Thomas. On a pris autant de plaisir que toi à partager ensemble sur les valeurs que nous avons en commun, mais aussi sur les anti-patterns qu'on a pu constater et dont on va voir certains aujourd'hui. Moi, je suis Fatima Zahra Amil, je suis coach agile et surtout coach produit. Et donc, j'interviens avec Alexandre au sein de Publicis Sapient Engineering pour accompagner différentes entreprises dans leur conception produit de bout en bout. Je vais laisser la parole à Alexandre. Très rapidement, tu m'as introduit, donc merci. Je partage effectivement à la fois et ce plaisir et les valeurs qui aujourd'hui nous ont amenés à ça. Et du coup, coach agile et coach produit naturellement comme ma consoeur et d'ailleurs sœur de cœur qui est Fatima Zahra Amil. Ce qu'on met derrière un coach produit, c'est effectivement qu'on va essayer de travailler sur la création de sens, la création de valeur pour l'utilisateur et d'orientation business. Voilà ce qu'on va appeler coach produit. Sans plus attendre, on va peut-être avancer un petit peu et commencer. Je reprends la main du coup. Donc aujourd'hui, on ne va pas parcourir tous les anti-patterns de Scrum. Thomas l'a dit, plus on a avancé sur le sujet, plus on s'est aperçu qu'il y avait quand même pas mal de, on va dire, des idées reçues, des choses qui sont plutôt mal faites, des fois tout simplement par habitude, mauvaise compréhension. Aujourd'hui, on va en voir quelques-uns et on va travailler principalement sur tout ce qui touche à l'estimation, aux séances d'estimation, de refinement, de backlog. Alors, je vais vous demander juste de vous mettre avec moi un petit peu dans le contexte. Donc, c'est une mise en situation et on va imaginer ensemble, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vécu, vu ou tout simplement pris part à ce genre de situation où on est en backlog refinement. Vous savez, le backlog refinement, c'est cette session où on va se partager les user stories, donc les cartes user story, on va échanger et on va vouloir estimer, donc l'équipe de réalisation va vouloir estimer. Et donc, durant ces séances de refinement, parfois, souvent, il y a des développeurs qui ne sont pas d'accord et donc on arrive face à une user story en se disant au moment d'estimation, est-ce que c'est un 3, est-ce que c'est un 11 ? C'est juste pour vous mettre en situation. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Qu'est-ce qui se passe quand on a deux développeurs qui ne sont pas en phase sur l'estimation donnée à une carte ? En live, ce qui se passe en réalité, il y a des moments d'échange, mais parfois, et on l'a constaté souvent, et on a partagé avec Thomas, et qui en a également fait le constat, c'est qu'on a le Scrum Master qui, pris par la pression de devoir absolument sortir le backlog de sprint pour pouvoir lancer ce sprint, pour pouvoir commencer à développer, qui va commencer un petit peu à mettre sous pression aussi les développeurs en leur demandant, alors dites-moi, c'est 3, vous dites 8, 9, 11, c'est quoi le chiffre ? Donnez-moi un chiffre. Il nous faut estimer encore plein de user stories, le backlog est rempli, on n'a pas fini, donc dites-moi un chiffre. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On freine la créativité, on freine la collaboration, on perd l'état d'esprit qui est derrière l'estimation et on se retrouve avec des développeurs qui parfois se disent « Bon, allez, c'est bon, vas-y, mets 8, je suis pas convaincu, mais c'est pas grave, finissons-en, mettons 8. » Ce qui se passe par la suite, c'est qu'on va partir avec des user stories plus ou moins estimées de manière collaborative, des fois des développeurs qui vont dire un chiffre au hasard juste pour qu'on passe à la suite et pour éviter des frictions pendant cette session. Le sprint va se dérouler, sauf qu'à la fin du sprint, et non pas à la fin du script, ce
qui se passe, c'est on est face à des user stories qui ne sont pas terminées. On se demande pourquoi user stories, je ne sais pas, vous les avez pourtant estimées, on est passé en backlog refinement, et là, elles ne sont pas développées, on n'a pas tenu nos engagements. Si pour les Scrum Masters qui vont suivre la vélocité, on va se retrouver avec cette vélocité qui nous sert normalement d'électrocardiogrammes et qui va être en dents de scie. Difficile par la suite de donner de la visibilité aux product owners, difficile d'être prédictible. On a perdu un petit peu cet électrocardiogramme qui parlait de la santé de l'équipe et sa capacité justement à être prédictible. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on va se retrouver avec des développeurs qui seront démotivés à la fin. Alors, parfois, ils rangent leurs freins pendant cette durée de sprint, à ne rien dire, à se dire, OK, d'accord, on a estimé, on nous a dit que c'était 3, l'autre a dit que c'était 8, j'avais bien dit que c'était 11, tant pis, je fais avec, je fais au mieux, puis à la fin, frustration et démotivation, parce que forcément, l'engagement n'est pas tenu, les user stories ne sont pas terminées. Et ça, parce qu'on n'a pas pris le temps, pendant la séance où on pouvait faire l'estimation, d'entendre les gens, de leur permettre de s'exprimer et d'expliquer pourquoi il y avait ces écarts dans leurs estimations. Tu veux t'attarder un peu sur celle-ci ou non? Sauf si toi, tu as besoin de faire un complément, tu peux, vas-y Alex. Non, tu as très bien résumé les choses. Effectivement, cette notion de frustration et de désengagement, c'est ce qu'on va constater sur le terrain le plus présent. Et le plus nocif, en fait, parce qu'à moyen et à long terme, on détruit la créativité. Et la créativité, c'est quoi? C'est tout simplement le moteur de l'innovation, donc le moteur de valeur de l'entreprise. Quand on parle de ces séances d'estimation, au-delà du fait d'en sortir avec un backlog de sprint, avec des user stories qui sont estimées, avec des points, story points, il y a quand même, au-delà de ça, et c'est là qu'on va se rappeler à l'état d'esprit agile, au-delà des frameworks. Pourquoi l'équipe estime? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le moment où, à partir de cette carte, de cette fameuse user story, on va pouvoir tous essayer de s'aligner, de comprendre quel est le pourquoi on fait cette user story et surtout comment on va faire le user story. Vous le savez sans doute, et je ne suis pas là pour vous le rappeler, les user stories faites par le product owner portent sur une valeur à apporter. Ils ne sont pas sur la solution, sur le comment. Ça, c'est le rôle des équipes de réalisation, de s'aligner sur le comment. Et c'est aussi à ce moment de l'estimation que commence l'alignement sur le comment. On va parler des dépendances, on va voir s'il y a des éventuels inconnus techniques, des risques éventuellement techniques. C'est aussi le moment de réfléchir et d'anticiper sur la potentielle dette technique qui pourrait s'accumuler si on aborde cette user story d'une manière ou d'une autre. On va aussi s'accorder sur l'effort, sur le temps de réalisation, parce que c'est aussi important. On a un engagement sur une durée qui est la durée du sprint. Donc, il faut que cette user story puisse tenir dans ce sprint. Donc, on a un temps de réalisation. Et ça, les écarts d'estimation permettent tout simplement à chacun de s'exprimer selon son point de vue, selon son prisme, sur sa compréhension de user story. C'est très important de donner le temps aux développeurs, à l'équipe de réalisation de manière générale, de s'exprimer à ce moment-là et d'exprimer chacun par rapport à sa position, par rapport à sa compréhension pour parvenir à cet alignement. Alors, ce but, comme je le disais juste avant, mais on va se le redire rapidement. Avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je le disais, les product owners vont travailler principalement sur la partie un peu valeur, sur la partie attendue par l'utilisateur en termes de valeur, en termes de résolution de problèmes. Il ne sera pas sur le comment. Le comment on fait les choses, ça, c'est l'apanage de l'équipe de réalisation. Et c'est leur moment pendant cette estimation de discuter, d'échanger, chacun selon son point de vue, sur sa compréhension de cette carte, sur sa compréhension de cette user story. Et donc, cette phase d'estimation, quand on va estimer avec ces fameux story points, on estime quoi? On estime finalement la complexité, l'effort qu'on pense avoir. On estime aussi toutes les inconnues, qu'elles soient techniques principalement dans le cas de la réalisation. Donc, les risques aussi. On va estimer les dépendances parce que des fois, d'un développeur à l'autre, on va pouvoir être plus sensible ou plutôt il y en a qui vont penser à une dépendance que l'autre n'ira pas voir. Donc, c'est vraiment l'occasion pour chacun de réfléchir, d'estimer selon sa compréhension et de permettre à l'ensemble de l'équipe, parce que c'est l'ensemble de l'équipe qui va s'engager sur la réalisation de ce backlog. Ce n'est pas un engagement individuel, donc c'est de permettre à l'ensemble de l'équipe de pouvoir s'aligner sur le pourquoi on fait les choses et surtout le comment on va les faire.
Et pourquoi on fait ce refinement? Finalement, on sait qu'on a des utilisateurs, on sait qu'on a derrière des personnes du métier. Pourquoi on cherche absolument à avoir le consensus? Pourquoi on ne ferait pas comme avant ou comme encore aujourd'hui pour certains, où on a des personnes du métier qui ne sont pas forcément dans l'équipe, voire qui ne sont jamais dans l'équipe et qui vont venir tout simplement dire j'ai besoin de telle fonctionnalité à telle date. Mais tout simplement parce que si jamais on rentre dans ce cercle, hein, dans ce processus de je te donne mon besoin, je l'exprime et je te demande et je te dis à quel moment, à quelle date précise, parce qu'on tient à préciser les dates dans ces cas-là, je veux avoir cette fonctionnalité. Ce qui se passe, c'est que si jamais cette fonctionnalité n'est pas livrée dans ces délais, on a une déresponsabilisation et on a surtout une mise, enfin, un retrait de l'équipe parce que ce n'était pas son engagement. Et l'équipe peut tout simplement opposer le fait qu'elle n'avait pas été engagée, qu'elle ne s'est pas exprimée, qu'elle n'a pas donné cette date et dire ce n'est pas ma faute. On m'a dit de faire, j'ai fait de mon mieux, mais je ne pouvais pas prétendre, personne ne m'a écouté, donc tant pis, c'est pas libre. On cherche le consensus donc sur cette notion d'engagement collectif. Hein. Donc, quand on fait un sprint planning, quand on lance un sprint en règle générale, quand on se met en ordre de réaliser un produit, on veut produire de la valeur et on va s'engager sur cette valeur. Au-delà du comment, au-delà de tout, rappelez-vous, un des points essentiels du sprint, c'est vraiment les engagements du sprint. Et les engagements, comme je le disais tout à l'heure, sont pris à niveau collectif. Ce n'est pas une équipe. Enfin, c'est toute l'équipe qui s'engage. Ce n'est pas une personne qui va s'engager sur une user story, mais on s'engage sur tout ce qu'on va livrer pendant ce sprint-là, pendant la durée de ce sprint. Et c'est très important de pouvoir obtenir le consensus également sur la compréhension. Il faut que tout le monde soit au même niveau d'information. Parfois, on peut avoir, en fonction des échanges qu'on a pu avoir, avec les interactions qu'on a pu avoir par ailleurs, de nos expériences passées, de notre compréhension, sachant que les équipes sont pluridisciplinaires, venant de différents contextes, avec de différentes expériences. Donc, on n'a pas forcément les mêmes niveaux d'information. C'est l'occasion, pendant cette phase d'estimation, d'échanger de cela, de s'aligner également sur cette compréhension, au-delà de la compréhension de la technicité, mais aussi de la compréhension de tout le contexte, de toute la situation et de toutes les informations qui peuvent impacter. Et là, on est engagé de manière globale, de manière collective, et on ne peut pas à un moment donné se dire « Ah, je ne savais pas, non, je n'avais pas participé, j'ignorais l'info, je ne l'avais pas eu ». Donc là, c'est vraiment beaucoup plus engageant. Alors, ça c'est bien. On a vu cette notion de s'engager, tout ça, mais parce que je commence à vous connaître, il y a peut-être un ou deux petits malins dans l'assistance qui va se dire bah ok, si le but est de s'aligner entre nous, pourquoi ça s'alignerait pas sur des jours hommes, comme ça on fait d'une pierre deux coups, on est aligné, puis en plus on a des jours hommes. Alors, on va voir deux choses. Un, pourquoi on utilise des points et non pas des jours hommes, et pourquoi en plus ces points, ils ont une tronche bizarre, ils suivent une suite, ils s'inspirent en réalité d'une suite, la suite de Fibonacci. On va faire un petit exercice assez simple, et là je compte sur vous, chers amis de YouTube. Vous avez une boîte envoyée par un géant du e-commerce, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'entreprise, et on a une deuxième boîte. Si je vous demande là, très rapidement, de me dire dans le chat, la deuxième boîte, elle est combien de fois plus grosse que la première selon vous? C'est vraiment une appréciation, allez-y, donnez-moi votre chiffre fois ce que vous voulez, un chiffre tout simplement, combien de fois cette deuxième boîte est plus grande que la première? Donc moyennant le petit délai sur YouTube, on a normalement une dizaine de secondes, et normalement je devrais commencer à avoir des réponses. 1,74, effectivement, donc on a des gens qui sont profondément perturbés, je le sens, ça se sent, on sent qu'il y a une histoire là derrière. x2 du 1,720. Ah, je vois qu'on a des gens très précis chez ce discount, du 1,725, du x4. En gros, ce qu'on va commencer à voir, c'est que globalement, on va tourner autour de, normalement, 2,3, 2,4. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, en fait, que notre esprit, eh ben, il est hyper bon en relatif. Mais vraiment très bon. Instantanément, l'esprit humain arrive à dire c'est 2 fois plus grand, c'est 2 fois plus petit, c'est 2 fois plus sombre, 2 fois plus lumineux, 2 fois plus salé, 2 fois plus sucré. Et ça, on est très très fort. Si maintenant je vous demande, donc on part en principe à peu près sur, on va dire, qu'elle fait entre x2, x4, là n'est pas la question. On voit quand même qu'on a beaucoup de gens qui tournent autour du même chiffre, à part Grégory qui, je pense qu'il est au poker, et du coup réenchérit plus en plus. Non, Grégory, nous ne sommes pas là-dedans. Très gentil. Qu'est-ce qui va se passer? On va faire le même exercice cette fois-ci. Mais je vais vous demander combien de mètres cubes fait cette boîte. Et là,
et ben là, ça va être un poil plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'à moins d'être un expert de la boîte, et là, je me rends compte que je parle à Cdiscount en majorité, et que vous êtes plutôt normalement expert de la boîte, mais à moins d'être un expert, et ben ça va être très complexe. Si je vous mets 2 maisons côte à côte, rapidement, vous allez me dire, celle-ci est 2 fois plus grande, c'est évident. Si je vous dis, elles font combien de mètres carrés, et ben ça va être hyper dur. Pourquoi? Tout simplement parce que notre esprit, eh ben, il est mauvais en absolu. Il est super mauvais en absolu. En revanche, eh ben, il est super fort en relatif. Ce qui nous amène à une chose. Le relatif, on vient de le voir, ça marche plutôt bien. L'absolu, bah, c'est voilà, tu rencontres Big Show sur le terrain. Je sais pas si tu as vu le bonhomme, mais clairement, le câlin, ça passe pas. Et ça, notre esprit, il est pas bon. Et ben, qu'à cela ne tienne, il faut toujours qu'on tire parti de nos forces. Notre esprit est bon en relatif, eh ben, on va aller sur du relatif et on va abandonner l'absolu. C'est toujours ce qu'on cherche à faire, y compris dans un business, quand vous faites un produit, quand vous faites n'importe quoi, on capitalise sur nos forces. Et bien, tout simplement, c'est pour ça qu'on utilise des chiffres qui ne représentent rien d'autre qu'un effort. C'est pas quelque chose qu'on peut palper, c'est pas des jours hommes, c'est pas de l'argent, ça n'est pas du temps. C'est un chiffre qui permet de s'abstraire et donc de pouvoir commencer à travailler dans un domaine relatif. Ok. Par contre, vous l'avez bien vu avec vos Scrum Master préférés ou vos cartes de planning poker ou de poker planning, je sais jamais dans quel sens on le dit, les chiffres, ils ont tendance à partir un petit peu en cacahuète. Ils ont une tête qui ressemble à ça. Alors, en réalité, alors, pas tout à fait. On va plutôt avoir ça, parce que avoir 2 fois 1, automatiquement, ça servirait pas à grand-chose. Et en plus, Thomas, juste après, va nous parler de l'intérêt du zéro. Pourquoi? Eh bien, si on reprend notre même exemple de petite boîte Cdiscount, si je vous demande d'être toujours en relatif, donc on revient, combien de fois la boîte de droite est plus grande que la première? Et bien là, on va avoir des chiffres qui vont complètement s'éloigner. On va peut-être avoir des 40, des 100, des gens qui vont dire 200, 300. Pourquoi? Eh bien pour la simple et bonne raison que notre esprit est certes bon en relatif, mais plus mon écart est important et plus je me perds. Ce qui fait qu'on va, en prenant cette échelle, eh ben, venir incorporer cette erreur de notre cerveau. Le cerveau commet des erreurs de jugement. Et ben, plus on va être loin et plus l'étape, le step entre 2 niveaux, il va être grand, tout simplement. Alors après, on verra, on va vous donner un petit trick qu'on utilise, nous, qui nous permet de, en plus, venir diminuer ces problèmes d'écart, mais on voit ça juste après. Ok, donc, on est sécure. On utilise des points, ça évite de se perdre dans des jours hommes qui de toute façon nous apporteront strictement rien parce que, on le sait, notre esprit, il sera super mauvais. Donc dans tous les cas, dans le meilleur des cas, on a quelque chose de mauvais, pas super intéressant. Et en plus de ça, on comprend pourquoi nos chiffres, plus on va s'éloigner et plus ils vont devenir importants, tout simplement pallier à l'erreur de jugement. On se déroule un petit exemple et là, Thomas, je te repasse la main. Ouais, merci Alexandre. Alors, du coup, moi, je vais partir d'une situation qui est complètement fictive, mais qui devrait parler à pas mal de nos Scrum Masters et de nos Product Owners chez Cdiscount. Voilà, un exemple typique. Donc là, c'est un PO qui propose la user story suivante. En tant que chargé de la signalétique, j'ai besoin de décrocher le panneau blanc situé à 15 mètres afin de le nettoyer. Donc on est content, on a une belle user story, on a un objectif, on a une action et en plus on a une persona qui est le chargé de la signalétique. Bon, nickel. On va partir en estimation et donc on a Michael, notre grand Michael international qui nous dit bah c'est trop simple, pour moi c'est 1 point. Parfait. On a Richard, notre cher MacGyver, qui pour le coup, lui avec quelques outils nous dit que son estimation est de 5 points. Oui, alors oui, il a toujours rien compris à la suite de Fibonacci et à son intérêt. Et du coup, il nous dit que pour lui, son estimation, c'est 15. Et enfin, Alain, notre passe-partout national, qui pour lui dit 20, puisque le panneau est trop. Très bien. Par contre, lors de la discussion, on se rend compte que Rowan, notre cher PO, il s'est trompé, en fait, dans la rédaction de sa user story. C'est pas 15 mètres qu'il fallait lire, c'était le panneau situé à 15 km. Et là, le panneau qui est situé à 15 km, ça change un petit peu la donne. Parce qu'il est beaucoup plus haut, on est en plein hiver, et là, on refait un tour de table lors de l'estimation, et Michael nous dit « Ah non, pour moi, c'est infini, j'ai très bien compris ce qu'il y avait à faire, mais comme j'ai le vertige, je serais incapable d'aller décrocher le panneau situé à 10 mètres de hauteur. » Richard il dit « Bon, c'est juste un petit peu plus haut, mais avec un bon baudrier et toujours quelques outils,
8 points, il n'y a pas de problème pour moi. Là, on a perdu notre cher oui-oui, c'est pour ça qu'il nous colle un point d'interrogation avec ses cartes de playing poker, parce que du coup, il ne sait plus du tout ce qu'il y a à faire, il ne comprend plus rien. Et puis Alain, qui, je vous le rappelle, avait noté 20 en termes de points d'effort, lui, Alain, il possède une nacelle. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour lui, en 2 points, c'est réalisable. Bon, génial, on a fait naître à partir d'une discussion tout ce qu'il fallait. Sauf qu'on a Antonio, donc pour rappel, c'est Eudy les bons tuyaux, et pour lui c'est 0. Pourquoi? Parce qu'il a une information qui est importante, qui va servir à l'ensemble de l'équipe, qui est que le panneau, en fait, il est déjà tombé, il n'y a plus besoin de le démonter, parce qu'il y a un coup de vent, une tempête, et donc le travail est déjà réalisé. D'où la carte à 0 points dans les cartes de playing poker. Voilà, tout ça pour dire, à travers cet exemple-là, qui, je suis sûr, vous parle, puisque moi-même, je l'ai rencontré chez Cdiscount. Si on peut passer à la slide juste suivante, ça permet, avant tout, la phase d'estimation, d'avoir une discussion, d'aligner tout le monde sur la compréhension de l'US dans sa globalité, de recueillir éventuellement aussi des informations qui sont nécessaires pour savoir réellement ce qu'il y a à faire. Généralement, on part d'une US de référence et toujours pas en jour, on est bien d'accord. Voilà. Et l'idée aussi de ce playing poker, c'est de pouvoir d'estimer l'effort sans être forcément influencé par les pairs. D'où la nécessité de maintenir à tout prix la discussion. C'est l'objectif du playing poker. Et je redonne la parole à Fatima, je sais plus. Non, c'est moi qui la prends celle-là et elle prendra juste la suite. Exactement. Ouais, on mixe les trucs, comme ça les gens n'ont pas le temps de s'habituer, tu vois, ils rentrent dans le confort, c'est fini. Ok, donc là c'est bien, on a estimé tout, on est super content, et il va arriver le moment où on choisit la priorisation. Et je sais pas si vous avez déjà été PO, mais tu as toujours quelqu'un qui vient te dire, c'est super simple bonhomme, suffit juste de prioriser les tâches, puis tu devs la partie du backlog qui est en haut. Ça c'est ce qu'on t'explique, tu fais c'est bien gentil, merci beaucoup, ça m'aide. Et le mieux quand tu es en plus PO, c'est quand tu t'es fait une super session utilisateur, que tu as eu plein de feedback de qualité, tu l'as faite ton vendredi, et là c'est le lundi, tu te retrouves avec 30 user stories qui sont pas encore priorisés après le dernier test, c'est un bazar, tu es dans un stress le plus total, tu sais plus du tout où tu veux aller, et tu as une équipe qui dit, alors bonhomme, c'est quoi comment ça se passe le plan, on fait quoi? Donc là ça c'est un petit trick qu'on va vous donner. Tout à l'heure, Thomas nous parlait d'une US de référence. Effectivement, quand on va venir ranger notre backlog, en particulier quand on va venir le ranger soit la première fois, soit après des grosses sessions d'utilisateurs, donc après des gros mouvements de user story, parce que c'est aussi ça, des fois un peu le but, c'est d'avoir aussi des gros mouvements de user story, de rentrer beaucoup de nouvelles idées, parce qu'on s'est rendu compte de quelque chose. Ça peut être un grand test grandeur nature, le test notamment de notre MVP, ça peut être un des intérêts du MVP, mais ça on en parlera une autre fois. On va venir se dire, ok, c'est quoi la chose la plus fastoche qu'on ait dans notre backlink? Le truc, on n'en parle même pas tellement c'est easy, quoi. Et bien tout simplement, ce truc fastoche, ça va devenir notre référence 1. C'est c'est la user story qui va demander le moins d'efforts à notre équipe. Donc c'est, notre base, c'est un 1. Ça va être notre base de compte à partir de maintenant, on va compter avec ça. Ce qui veut dire que mon 1 en tant qu'équipe ne vaudra certainement pas le 1 de l'équipe B ou l'équipe C. Chacun son 1, et c'est pas grave, c'est intrinsèque à l'équipe, c'est un référentiel qui ne marche que pour l'équipe. Effort minimal, très bien. Et généralement, on s'arrête là et on avance. Et on commence à mettre nos user stories. Une chose que nous, on a remarqué sur le terrain et qui est plutôt efficace, c'est de se dire, ok, c'est laquelle la plus hard qu'on ait maintenant? On a vu la plus fastoche, très bien, celle qui nous fait le plus mal, qui nous fait le plus peur, celle où il y a le plus de risques, où on sait qu'il y aura le plus de temps de réalisation. Ça englobe tous ces concepts qu'on va mettre derrière l'effort. Et bien tout simplement, on va venir la positionner de la même façon. Et ça va être notre référence maximale. Et qu'est-ce que ça va apporter? Eh bien, ça va apporter que lorsqu'on va commencer à coter toutes nos user stories, qu'on va venir les ranger, plutôt que d'avoir à chaque fois une référence à 1, et rappelez-vous ce qu'on s'est dit tout à l'heure, plus je m'éloigne, donc imaginons que j'ai une story à 13, 13 ça fait 13 fois plus grand. C'est pas évident, ton esprit, autant du 2, 3, 4, il y arrive, du 13, tu sais rien en faire. L'avantage d'avoir 2 user stories, d'avoir 2 points de référence, un bas et un haut, c'est que quand tu t'éloignes trop du 1, eh ben, tu commences à coter par rapport à la 40, à celle qui était tout au-dessus. Et du coup, ça te permet aussi de t'affranchir de ce problème-là en ayant maintenant non pas une seule référence, mais 2 références. C'est un petit trick et ça marche plutôt bien. Donc ça, c'est quelque chose à faire aussi avec vos équipes quand vous êtes PO. Ça va vous permettre de ranger votre backlog très, très rapidement. Et vous pouvez faire exactement la même chose avec votre valeur et avec
vos utilisateurs, avec ou pas l'équipe. Moi, j'aime bien en général que l'équipe soit présente, ou du moins que des personnes soient présentes, parce que le dialogue utilisateur, je trouve que c'est hyper important et ça vaut le coup, même quand tu es dev, de sentir ce que dit ton utilisateur. Eh ben, tu vas venir ranger par valeur exactement de la même façon. Alors là, vous avez plein d'autres ateliers aussi possibles, notamment les buy features, ce genre de choses, avec des petits billets pour rendre ça un petit peu ludique. La logique est la même. Avantage, le chat est d'accord, quelque part, voilà. L'avantage de ça, c'est qu'on va venir avoir 2 classements. Seulement, dans ces 2 classements, c'est les mêmes user stories. Là, si, par exemple, le 40 en technical effort, ça va peut-être être un 8 en value, mais ma user story est présente à chaque fois dans mes 2 référentiels. Et là, magie de lui, eh ben, c'est que je commence à pouvoir avoir une matrice. Et oui, j'ai parlé effort, j'ai parlé valeur, je peux avoir une matrice où chacune de mes user stories, dorénavant à 1 point en effort, 1 point en valeur, boum, je les mets sur un diagramme, et qu'est-ce que j'obtiens? Eh ben, je vais obtenir quelque chose qui va être assez puissant. Et on va voir ça avec notre chère Fatima Zahra. On va venir, en fait, on va voir apparaître des patterns, tout simplement. Fatima Zahra, es-tu là? Tout à fait, je suis toujours là. J'avais mon micro qui était coupé, mais je suis toujours là. Alors juste rapidement, avant de passer, j'ai employé tout à l'heure le terme d'électrocardiogramme. Je vais le réemployer, tout ça, parce que d'un point de vue, en fait, moi j'aime bien ces outils et j'aime bien aussi la matérialisation de ces outils vraiment sur des murs, hein, sur des boards, qui soient alors physiques. Et maintenant, on a vu avec la phase du confinement, on est passé sur certains boards virtuels, mais l'idée c'est de pouvoir, à travers un seul coup d'œil, savoir un petit peu où on en est, détecter les problèmes et savoir un petit peu comment aussi on peut y répondre. Cette matrice valeur-effort est une des matrices les plus simples, les plus intuitives pour pouvoir faire de la priorisation. Parce qu'encore une fois, il y a énormément d'outils. On a les matrices multicritères. Alex a parlé du buy a feature. Hein, ce sont des techniques, des outils de facilitation. Celle-ci, elle est vraiment très, très simple. On va passer à la slide d'après pour dire justement comment est-ce qu'on peut très rapidement constater s'il y a nécessité de passer à certaines actions pour pouvoir réaffiner les backlogs et nos user stories. Alors, si on arrive à une matrice qui a cette forme-là, où on se retrouve avec principalement des user stories qui sont à très faible valeur ajoutée pour l'utilisateur et pour le business, mais qui nécessitent un énorme effort. Donc, on peut partir sur typiquement une réestimation, réévaluation du problème qu'on voulait résoudre. Une des démarches qu'on peut employer à ce moment-là, c'est la démarche, par exemple, design thinking, pour repenser, pour repartir du problème d'origine et se dire, attends, là, j'apporte très peu de valeur et en plus, je dois fournir énormément d'efforts. Il y a un petit problème. Il faudrait peut-être que je réfléchisse à voir comment est-ce que je peux maximiser ma valeur et réduire mon effort. Donc là, d'un seul coup d'œil, on est capable de faire ce constat et de passer à autre chose. On ne peut pas, de toutes les manières, s'engager sur un coût très fort en termes d'effort pour très peu de valeur. Inversement, quand on est sur une matrice où on se retrouve plutôt avec une forte valeur, mais également un fort effort, là, on peut se poser la question. Bon point, on sait que la valeur est là. Maintenant, comment est-ce que je peux réduire mon effort? Donc, on est toujours dans cette logique de maximisation de la valeur en réduisant l'effort. Bah, peut-être qu'il y a tout simplement une problématique de découpage. Alors, il y a peut-être d'autres choses, hein, on vous donne juste des pistes. Mais là, typiquement, il y a potentiellement une problématique de découpage. Peut-être que les user stories sont beaucoup trop importantes. Et là, je peux partir sur un découpage, donc le slicing des user stories pour pouvoir les affiner et réduire l'effort à mettre dedans, voire même réévaluer le comment je l'ai fait, pourquoi pas. À cet effet, et pour vous remercier pour votre participation, on va vous présenter un outil. Donc Alexandre a construit un outil qui permet justement de se poser des questions pour pouvoir aller affiner le découpage des user stories. Et on vous a mis le lien sur YouTube, on va vous le rappeler et on va vous le fournir également à travers Thomas. Tout à fait, vous allez voir, c'est tout simplement un jeu de cartes à imprimer, donc avec de grandes cartes pour pouvoir se les passer entre membres de l'équipe. C'est basé sur le travail de Agile for All qui a fait justement un découpage de patterns et on est venu ajouter au dos de chaque carte, donc c'est la partie noire que vous avez, des exemples pour vous aider à vous projeter. Et le but, c'est que si vous avez beaucoup d'efforts et beaucoup de valeur, vous vous posez la question du comment on pourrait venir décomposer. C'est en termes anglais, c'est le slicing, comment on va pouvoir venir décomposer nos user stories. Et là, vous avez plein justement de techniques, de questions à vous poser en équipe, de dire est-ce qu'on ne serait pas dans ce cas-là
Ah, on est dans ce cas-là, découpons-la comme ceci, pour venir décomposer vos user stories en user stories plus petites. Et donc ça, naturellement, c'est un PDF, on vous le donne, il sera dans la description YouTube, et Thomas, dans tous les cas, en plus, vous le redonnera. Voilà, vous l'imprimez, vous le plastifiez et ça vous fait un jeu pour animer vos ateliers de refinement que vous pouvez même utiliser en amont. Mais en tout cas, si vous êtes face à ce constat où vous avez la valeur qui est garantie, mais vous trouvez que l'effort pour pouvoir l'atteindre est très important, vous pouvez vous baser sur cet outil-là pour vous aider à faire votre décomposition. Alors, bien évidemment, l'idéal pour nous, c'est de parvenir à un découpage de cette manière-là, à une matrice qui a cette forme-là, à savoir énormément de valeur apportée à l'utilisateur pour une faible valeur, pour un faible effort de réalisation. Donc, on va terminer cette partie sur quelque chose qui a tendance à générer friction, moult friction dans la communauté, qui est faut absolument faire du quick win, et certains te disent faut absolument faire du big bet, avec une grande préférence pour le quick wins. Ce qu'on a pu nous vérifier sur le terrain, c'est qu'en fait, l'une et l'autre de ces deux approches, en fait, ont leurs points faibles et leurs points forts. Typiquement, le quick win, ça veut dire quoi? On le voit sur le schéma. Je vais commencer par ma partie verte, c'est-à-dire par tout ce qui a beaucoup de valeur et qui est rapide à délivrer. Et mes big bets, je vais démarrer par ce qui a beaucoup de valeur. Donc, dans les deux cas, je suis sur les choses qui ont le plus de valeur. Juste là-dessus, il n'y a pas de débat. On commence par ce qui a le plus de valeur. Sauf que dans le deuxième cas, dans le big bet, je vais essayer d'aller tacler les choses qui vont demander le plus d'efforts en premier. L'intérêt de tacler les choses qui ont le plus d'efforts en premier, c'est que potentiellement, on va tacler des gros risques techniques qui, si on les adressait dans un second temps, pourraient nous demander pas mal de rework. Néanmoins, et c'est là-dessus plutôt qu'on aimerait vous emmener, c'est que c'est une décision à prendre en équipe. Le big bet va être très puissant sur une équipe qui va être mature sur de l'agilité. Moi, j'ai eu l'occasion de le mener sur une équipe qui était plutôt mature, donc les principes de points, de sprint, de cadencement, ce genre de choses, en fait, ça fait partie de leur quotidien, donc ils ont plus d'efforts à produire là-dessus. Ce qui fait que leur esprit est parfaitement cadencé, il peut se consacrer à autre chose. Ça, c'est très bien. Morale au beau fixe. Pourquoi moral au beau fixe important? Tout simplement parce que qui dit big bet, on l'a vu tout à l'heure, dit risque technique, dit dépendance potentiellement, je pourrais faire péter 3 ou 4 briques. Si je suis émotionnellement en limite, je prends le risque de prendre des tâches qui potentiellement vont me faire exploser. Donc ça, c'est important. Si notre morale est au beau fixe, qu'on est chaud patate, on peut y aller. Pression intra-entreprise faible. Nos stakeholders, nos managers, pour le coup, ils sont assez cool. C'est pas comme si notre projet, c'était de la mise en conformité des RGPD où ils nous disent « Eh non, les copains, passez la date, c'est 4% du CA mondial en amende, on peut pas se planter. Donc, il n'y a pas de machin, on joue les créatifs, là, on le fait. » Pression extra-entrepreneur faible, nos utilisateurs, nos prospects, nos clients, nos concurrents, pour le moment, c'est plutôt au beau fixe. On n'est pas forcément en train de devoir jouer, j'en sais rien. Je sais pas la fin. La quick wins, ça va être super puissant quand on va vers une équipe qui va être immature. Pourquoi? Parce qu'on a besoin à ce moment-là de se rassurer. On a besoin de sentir qu'on peut fonctionner, qu'on peut faire des délits, qu'on peut faire des sprint planning, qu'on peut faire des démos. Et si à ma démo, à chaque fois, je vois que j'abats des choses, j'abats les arbres qui sont devant moi, ça va me mettre en confiance. Ça va me permettre aussi de me dire, on va commencer par toutes les tâches qui sont simples. Comme ça nous laisse aussi du temps pour absorber cette nouvelle mécanique, cette nouvelle culture dans laquelle on va se plonger. Morale en berne, l'équipe, elle vient d'être formée, ou elle a subi un gros coup de dur, il y a eu des départs, il y a eu un échec produit, on a besoin de se faire du bien à ce moment-là. Dans ce cas-là, on va se faire du bien avec plein de petits quick wins, parce que des fois, ça fait du bien en un sprint de voir 10 trucs, on en avait prévu 10, boum, on en a 10 qui sont arrivés. Ça fait du bien. On a ce sentiment d'avancer, ce sentiment de délivrer plein de choses. Pression intra-entreprise forte, on va avoir besoin de rassurer aussi notre entreprise. Morale en berne, on sait rassurer nous-mêmes. Là, on va rassurer notre entreprise. Nos managers, nos stakeholders, ils ont besoin de voir des premiers résultats sur ce produit-là parce que ils sont en doute. Qu'à cela ne tienne, on va partir sur du quick wins pour rapidement leur montrer qu'on commence à construire de la valeur. Pression extra-entreprise forte, nos utilisateurs, ils nous ont dit, là, les mecs, ça va pas le faire, on va passer chez les concurrents si très rapidement ça change pas. Là, il faut qu'on commence à les rassurer également. Voir, on a un concurrent qui essaie de se positionner, il faut que rapidement, on lui montre que s'il veut venir jouer, qu'il veut venir boxer, là, en face, il a Mohamed Ali et que ça va pas rigoler. Donc voilà,
Ne tombez pas forcément que dans l'un ou que dans l'autre. Je trouve que c'est une bonne chose de se poser la question, de se la poser en équipe. Ça doit aussi être un choix de l'équipe, mais pas uniquement, parce qu'on l'a vu, il va falloir prendre en compte des facteurs qui sont externes à l'équipe, notamment à l'entreprise et à l'environnement de l'entreprise. Mais sachez que l'une comme l'autre ont leurs avantages et ont leurs inconvénients. Ne fermez pas la porte à l'une ou à l'autre. Je te rejoins. Ce qui nous amène. Oui, excuse-moi. Non, mais juste sur le fait de se poser des questions, en effet, parce qu'on oublie le sens, et le sens est important. Des fois, on se retrouve même à faire des produits, à se lancer dans du développement et à perdre en route pourquoi on fait ces développements, de la même manière qu'on oublie finalement pourquoi on fait les cérémonies. Les frameworks, quels qu'ils soient, ne sont là que pour supporter l'état d'esprit. Donc, c'est très important de se poser des questions, de s'interroger sur le sens de ce qu'on fait au moment où on a l'occasion de le faire. Et ces cérémonies sont aussi ce moment-là. Typiquement, la cérémonie d'estimation, on ne reviendra pas dessus, mais c'est aussi le moment de se poser la question sur le pourquoi on fait les choses, ou comment on fait les choses, et l'état d'esprit agile qu'on doit avoir pour pouvoir bien le faire et bien être agile, au-delà de simplement faire des cérémonies de manière mécanique, à en perdre l'intérêt. Ce qui nous amène avec Thomas, est-ce que tu as un petit mot pour la fin, je suppose? Déjà, moi, je remercie à la fois Thomas et les gens de Cdiscount qui ont permis que ça se fasse. Je trouve que c'est une super initiative de faire ça. Alors, pour le coup, comme tu l'as dit en intro, on n'a aucun intérêt, si ce n'est de partager des choses qui nous paraissent avoir du sens. Et donc, moi, je trouve que c'est un vrai plaisir. Et c'était vraiment bien. Et j'espère qu'on aura des sessions 2, 3 et 4 peut-être. Ouais, 3 et 4. On a tellement de sujets dans les cartons qu'effectivement, on a de quoi en faire au moins 3 ou 4. J'en profite pour remercier Yvan Sol, je ne sais pas s'il est encore avec nous, mais qui est à l'initiative en fait de cette mise en relation. Voilà, si vous avez des questions, on peut prendre 10 minutes, un quart d'heure pour y répondre. Il n'y a pas de souci. Je suppose que le webinaire sera, ou le takeaway, pour reprendre vos termes, sera visionnable, revisionnable, que ça soit en interne chez Cdiscount ou directement sur le net. Tout à fait. Donc merci à vous. Je suis désolé, j'ai pas ma caméra. Alors non pas parce que j'avais pas de t-shirt Pony Park comme toi, Fatima. Alex, tu es obligé de montrer ton t-shirt du coup. T'as vu? C'est du fait sur mesure. C'est beau. Parce que j'ai un varan, ouais, je suis quelqu'un de pratiquement bizarre. J'ai pas de poney, mais c'est pas grave. Bon, on a Alex en ligne qui nous dit votre approche sur l'estimation quand il y a trop de disparité de niveau dans l'équipe pour estimer même les tâches de ref. Alors ça, c'est intéressant. Parce que, justement, le but est de venir gommer ces disparités-là et en fait de venir générer une discussion. Et typiquement, quand on va venir chercher une tâche de référence, le but, il est aussi de venir aligner tout le monde. Prenons par exemple une équipe où on a quelqu'un qui est extrêmement junior, qui vient de sortir de son stage de fin d'études et qui est super content d'être arrivé à Cdiscount, et quelqu'un d'extrêmement senior. Ils vont probablement ne pas être d'accord sur qu'est-ce qui est le plus simple? Tout simplement parce que l'un dispose d'une connaissance que l'autre n'a pas. Et c'est le moment de partage qui est en fait hyper important, parce que si en tant que senior, je dis à un junior, écoute bonhomme, le plus simple c'est ça, tu te tais, non seulement je vais le frustrer, ce qui fait qu'on l'a vu, on va amener des engagements progressifs dans l'équipe, mais en plus je vais pas servir à grand chose. Alors que si je vais venir lui expliquer en disant, ok, pourquoi tu penses que c'est l'autre qui est la plus complexe? Eh bien peut-être que dans sa juniorité, il a soit occulté certains risques, soit qu'il en a grossi d'autres. Il faut simplement discuter, créer cette discussion pour que les individus s'alignent. Et en général, on s'aligne tous parce qu'au bout d'un moment, ça tombe sous le sens et on peut difficilement avoir quelqu'un d'expert qui nous dit « Non, c'est super compliqué » et l'autre qui nous dit « Non, c'est super simple ». Si jamais ça arrive, ça peut arriver, ça veut dire qu'on n'est pas clair du tout sur ce qu'il faut faire. On prend cette user story, on dit ok, celle-là, elle part de côté, on lui fera refaire un refinement, en tant que PO, je la reprends parce que si jamais on n'est pas capable de se comprendre, ça veut vraisemblablement dire qu'on n'a pas compris le problème, donc je ne suis pas clair, c'est pas grave, on doit l'accepter, je la remets dans ma besace, on n'en parle plus, on passe à la suivante. Et j'ajouterai, oui,
Excuse-moi, Fatima. J'ajouterais juste que, d'une part, le junior, il peut être aussi dans la peau d'Antonio, de Guy les bons tuyaux. Donc, il peut avoir une information, malgré sa juniorité, qui puisse servir à l'ensemble de l'équipe. Que les frameworks tels que Scrum le proposent, qui offrent la possibilité d'avoir ces moments d'échange, d'estimation, sont là pour justement essayer de faire en sorte que l'ensemble de l'équipe progresse, même chacun à son rythme, mais d'éviter qu'il y ait trop de disparité dans les expertises. Alors, on n'empêchera pas d'avoir des gens qui sont toujours experts en architecture, experts dans tel ou tel langage. Mais voilà, l'intérêt aussi de cette discussion-là, même si ça nécessite du temps, c'est effectivement que tout le monde ait le niveau d'information commun identique. Fatima, je te laisse la parole. C'était juste sur la mesure, parce que oui, il est important, et nous, on est sur la culture de la mesure aussi à tous les niveaux, au niveau de la valeur et aussi au niveau de l'amélioration continue de l'équipe. Donc, on est capable aussi de voir à travers la vélocité de l'équipe, à travers les autres sessions d'estimation, si ce niveau va plutôt a tendance à aller en s'améliorant et pas rester sur des grosses disparités. Donc, ça aussi, n'hésitez pas à le mesurer à travers les différents sprints et à travers notamment le calcul de la vélocité de l'équipe. Et tu le disais tout à l'heure, Thomas, et moi je vais vous partager une anecdote qui est arrivée chez mon précédent client. On a construit un produit en data science et en fait on a commencé avec quelqu'un qui pour le coup avait fait son stage et venait l'intégrer, donc qui était quand même assez junior. Et il s'avère qu'en fait sur une des premières séances, on était parti, l'équipe majoritairement bille en tête sur quelque chose d'hyper complexe. Et tout simplement, en l'invitant à participer, il a dit, bah, je sais pas, peut-être que je dis une connerie, hein, mais et si on faisait un truc comme ça? Et en fait, on s'est tous regardés en mode, mais en fait, le mec, il a raison. Parce que, des fois, le simple fait aussi de ne pas être dans l'entreprise depuis longtemps nous amène avec une fraîcheur et un recul, et on doit se nourrir de ça. Ils ont un prisme, tout le monde a un prisme de lecture qui est différent. Et un junior peut avoir des fois des prismes de lecture qui sont extrêmement naïfs et qui ont énormément de valeur, parce qu'avec le temps, on a tendance à aller vers des choses compliquées à chaque fois, alors que bah, back to basics, et bah, des fois, ça fait du bien. Et là, en l'occurrence, on s'est retrouvé avec une solution hyper simple à développer rapidement, qui faisait plus que le café, juste parce que cette personne avait pris le courage de dire, et avait été invitée à dire, je dis peut-être une connerie, mais... Donc ça, c'est hyper important. L'âge, la fonction et l'expertise ne fait pas forcément la bonne idée, et se nourrir des feedbacks de chacun, des impressions de chacun, et bien souvent, ça amène à de belles choses. Avons-nous d'autres questions ? Eh bien, écoute, je n'ai pas l'impression que nous ayons d'autres questions. Après, si vous avez d'autres questions, bah, naturellement, vous pouvez les poser sur les questions, ou vous avez un leader agile qui est extrêmement à la fois sympathique et éclairé, donc je suppose que toutes les réponses, il les aura dans tous les cas. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, bah, il nous reste encore à vous remercier pour votre temps. Donc, je crois qu'on est monté à 42 personnes. C'était un plaisir d'échanger sur ça avec vous. Faites-nous un feedback. Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que vous voudriez à la fois que d'autres sessions comme ça arrivent et accessoirement sur quel sujet? Quel sujet, en effet. Donc, n'hésitez surtout pas. Encore une fois, merci énormément à Thomas de nous avoir aidés, de nous avoir donné cette occasion. Merci à Yvan aussi pour la mise en relation. Et puis, merci à tous ceux qui ont pris part aujourd'hui sur leur pause déjeuner, probablement pour nous suivre. On vous donne rendez-vous très vite à travers le questionnaire de satisfaction pour que vous nous fassiez vos retours. Alex, est-ce qu'on a remis le lien vers les cartes? Ça, c'est super. Ben voilà, il ne nous reste plus qu'à prendre congé et vous remercier pour la dernière fois. Super, merci à tous. Bonne fin d'après-midi. Merci à tous, excellente journée à tout le monde. Merci. On peut couper.